Déficit excessif, retraite, Trump. En ce moment, la France est vraiment sur tous les fronts. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que la France va s'en sortir? On a entendu notre Premier ministre nous dire il y a quelques jours que eh bien, nous risquions d'être en faillite. Il a dit qu'on était au bord du surendettement. On l'a entendu donner quelques pistes pour essayer de redresser les choses, mais bon, on pourra parler des pistes qu'il a données. On voit d'un autre côté qu'on commence à parler très sérieusement de s'attaquer aux retraites et de s'attaquer notamment aux petits avantages fiscaux que pourraient avoir les retraités. Et puis, enfin, on voit que les négociations avec Trump en ce moment sont de plus en plus compliquées. En fait, elles progressent extrêmement peu entre l'Europe et Trump. Et d'ailleurs, on a quelques premiers ministres qui sont allés discuter directement avec Trump sans passer par l'Europe, comme Giorgia Meloni. Et donc, où qu'on regarde en ce moment, on s'aperçoit que la situation de la France est extrêmement compliquée. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont dans le chat, bonjour à ceux qui vont nous regarder en différé. Et j'ai avec moi trois collègues ou trois débatteurs pour qu'on puisse parler des différents problèmes que l'on a évoqués là. Donc, le déficit excessif et la France au bord de la faillite, les retraites, et puis enfin, s'il nous reste du temps, on parlera de Trump et de savoir si c'est une chance en fait pour l'Europe et la France, et surtout comment on peut un peu se remettre des difficultés qu'on a avec les États-Unis. Alors, avec moi pour discuter de tout ça, j'ai Nicolas Delourme, qui est journaliste patrimonial. Nicolas, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si tu es un habitué de la chaîne. Et oui, je suis journaliste patrimonial et fiscaliste. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, directeur de publication aux éditions Jean de Portal. On est spécialisé dans les métaux précieux et en ce moment, on pourra en toucher un mot quand même parce que je regardais à l'instant, j'ai vu le cours de l'or passer 3003. Donc, voilà, 2000, pardon, excusez-moi, oui, 3003. Non, mais c'est tellement dingue, c'est tellement dingue parce que j'ai du mal à suivre. Je suis presque chaque jour obligé de revenir dans mes tablettes quand je calcule la rentabilité pour vérifier que je me trompe pas. Bah là, à l'instant, vous voyez, j'ai hésité juste de $1000. Voilà. C'est bien 3003 et près de 2910 euros. Incroyable, hein, on a passé 2000 euros, je rappelle, le 21 mars 2024, le jour du printemps l'année dernière. Donc 2000 euros, on est presque à plus 50. Alors, voilà pour la petite présentation. Voilà, Nicolas a écrit, comment on peut appeler ça, un guide pratique. Un guide pratique justement pour l'or d'investissement. Il est gratuit, hein, il y a un lien dans la description, donc je vous invite à ceux que ça intéresse de cliquer dessus pour aller voir ça. Mathieu Faraco, donc de la chaîne Libre et Riche, est aussi avec nous. Tu présentes ta chaîne en 30 secondes? Oui, c'est une chaîne de finance, économie de manière générale. Moi, de ma part, de mon côté, je suis juriste de formation et financier. Donc, notamment gestion de patrimoine et gestion d'actifs et de fortune. Et sur la chaîne, on parle d'économie, de finance et de géopolitique de manière générale. Voilà. Et donc, même chose dans la description, il y a une offre pour 2 heures gratuites de formation sur l'investissement, enfin, investir intelligemment en 2025. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas. Et puis enfin, alors, je t'ai gardé pour la fin parce que c'est la petite nouvelle sur la chaîne, c'est Steph. De Steph Compare. Je te laisse te présenter, Steph. Ok, merci déjà. C'est très sympa de m'avoir accueilli dans la team. Je suis vraiment contente d'être là avec vous. Donc, initialement, moi, j'avais un site qui s'appelait comparatorbank.com. Donc, on était vraiment focus sur la comparaison bancaire, fintech, solutions d'épargne, etc. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que sur tous les besoins des gens tournaient autour du budget. Le budget nous a amené à parler d'actualité. Donc, j'ai aussi une chaîne qui s'appelle Steph Compare qui est associée à ce site. Et au final, entre le site et la chaîne, on aide les gens déjà un peu à décrypter les actualités parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas forcément bien dites
d'une manière volontaire ou pas, mais ce n'est pas la question qui se pose forcément là. Donc, décrypter l'actualité et essayer de s'en sortir comme on peut en France aujourd'hui. Voilà. Voilà, alors, même chose si vous voulez voir la chaîne de Steph, il y a un lien dans la description. Il y a décidément beaucoup de liens dans cette description, mais n'hésitez pas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Alors, on va commencer en fait avec ce que nous a dit le Premier ministre hier. Donc, il a fait une première intervention pour préparer les esprits. On avait déjà eu le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui décidément me rappelle moi terriblement le croque-mort dans Lucky Luke. Ah oui. Il a la tête du croque-mort de Lucky Luke, c'est incroyable, et en plus il a le même charisme. Et donc il nous a préparé un peu à l'idée en nous disant qu'on était au bord d'une catastrophe, quoi. Il nous en a parlé ce week-end en nous disant qu'il fallait trouver 40 milliards de plus. Alors, c'est 40 milliards de plus, hein, parce que le déficit, il est tranquillement en train de s'acheminer vers 200 milliards, donc tout va bien. Mais là, il faut 40 milliards de plus. Et on a eu le Premier ministre qui a repris ça hier en disant, grosso modo, des choses extrêmement alarmantes, hein, puisqu'il a dit qu'on était, on était dans un pays au bord de la faillite. On n'a pas utilisé le mot faillite, je crois que c'est du surendettement. Voilà. On est dans un pays au bord du surendettement. Il nous a expliqué qu'il allait faire des efforts. Il ne nous a pas encore dit qui allait faire des efforts. Il a parlé un peu des collectivités locales, il a parlé un peu des retraités, etc. Enfin bon, et qu'on ne travaillait pas assez. Et ça, j'ai entendu après beaucoup de travailleurs indépendants qui ont été ravis d'apprendre que 60 heures par semaine, ce n'était pas suffisant. Mais donc, on a eu, on a quand même un Premier ministre qui a été extrêmement alarmiste. Et donc, ce que j'aimerais savoir, et c'est ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez qu'effectivement, on est au bord du surendettement? Et est-ce que vous pensez que les pistes évoquées par notre Premier ministre sont des pistes viables, ou est-ce qu'il ne va rien se passer et qu'on est… Voilà, est-ce que vous avez d'autres idées, quoi? Steph, tu lèves la main, très poli, vas-y. S'il vous plaît. Non, merci. Alors déjà, c'est par rapport à ce que tu disais, moi, il y a vraiment un truc sur lequel j'ai focalisé dans son discours d'hier, que je dois avouer malheureusement, je ne l'ai pas écouté, j'ai juste regardé ce qui avait été dit sur Twitter, hein, parce que les infos comme ça, moi, ça me passe au-dessus. Hein. Mais en gros, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'il ose dire que, donc certes, on est hyper endetté, ça va pas du tout, mais aujourd'hui, cette dette de l'État, c'est chaque Français qui doit 50 000 € à l'État. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui, on est dans la merde. Mais franchement, c'est pas notre faute. Hein. En gros, c'est vous, c'est toi là, c'est toi Gérard, toi Laurent, toi Michel, toi John Doe là. C'est toi qui as mis la France dans l'état où on est, et c'est toi qui dois les 50 000 €. Chaque Français, bébé compris. Moi, c'est vraiment ça qui m'a un peu énervé, quoi. C'est de dire, c'est pas notre faute. Hein. On en est là, voilà. J'avais entendu, oui, effectivement, et il disait pour une famille avec 2 enfants, ça fait 200 000 €. Parce que vous devez 50 000 € si vous venez juste de naître, ou même si vous êtes un vieillard de 90 ans. C'est une somme c'est une somme que je suis de très près. Donc chaque trimestre, à chaque publication de l'INSEE de la dette publique selon les critères de Maastricht. Donc précisément, c'est 48 238. On n'est pas tout à fait à 50 000, mais peut-être le mois prochain, quand on se parlera, on pourra fêter ce nouveau seuil, un peu comme l'or, tout à l'heure. Bon, mais pour répondre à la question de Fix, ta question sur le surendettement, j'ai vu que le gouvernement ramenait justement au budget d'un ménage, parce que ça parle mieux. D'ailleurs, Bayrou lui-même, il a rappelé la dette de la France, 3 305 milliards, puis comme en milliards, ça parle peu, il a dit en millions. Bon, ça ne me parle pas non plus à moi, hein, des milliers, des centaines de milliers de millions d'euros. Donc finalement, si on ramène effectivement à chaque Français 48 238, près de 50 000, nouveau-né compris, c'est bien ça, nouveau-né compris, celui qui sort du ventre de sa maman en France, il est frappé d'une dette de près de 50 000 € à peine arrivé, cadeau de bienvenue.
Ce n'est pas notre dette. Alors, déjà, est-ce que c'est du surendettement? C'était la question. Si on est un ménage et qu'on se retrouve dans la situation de la France aujourd'hui, ça y ressemble franchement. J'ai vu qu'Amélie de Montchalin ramenait l'effort qu'il fallait faire au budget d'un ménage. Elle dit qu'il va falloir qu'on passe de 100 € de dépenses à 94. Ça paraît pas impossible pour un ménage, pour un État, c'est autre chose. Mais oui, factuellement, ils ont raison. On est en état de surendettement. En tout cas, la France, c'est un point commun qu'elle partage avec les États-Unis. La France vit largement au-dessus de ses moyens. Alors, tu disais pour un État, c'est une autre chose, mais je viens de dire. Too big to fail, c'est ça le problème. Sur l'Italie, l'Italie a divisé son déficit par 2 en 1 an. Pourtant, c'est l'Italie, tu vois, c'est pas. C'est un pays comparable à nous. Ils sont passés de 7,20 à 3,6 de déficit en 1 an, et l'an prochain, ils seront au-dessus des 3%. Donc, c'est impossible pour la France, pas pour. Visiblement, il y a d'autres pays comme l'Italie qui y arrivent, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Disons que c'est impossible pour la France aujourd'hui avec la super équipe que nous avons. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Parce qu'il y a d'autres pays quand même qui s'en sortent. Donc, tu as cité l'Italie, il y a l'Espagne aussi qui est même repartie sur la croissance. Le Portugal, ça va mieux aussi. Il y a, même si beaucoup frappent sur son dos, Trump, il fait rentrer des milliards de dollars tous les jours aux États-Unis en ce moment. Faut voir. Faudra voir quand même. On fera. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On verra. Mais le Portugal, oui, c'est aussi très impressionnant parce qu'ils sont passés d'un déficit abyssal à un crédit. C'est-à-dire que eux, non seulement ils font plus de déficit, mais l'État gagne suffisamment d'argent et ils ont décidé de baisser les impôts pour les jeunes l'an prochain. Comme ils ont trop de fric, ils ne savent plus quoi en faire, donc ils vont baisser les impôts pour les jeunes. Je trouve que c'est quand même pas mal d'en arriver là. Donc, et ils ont connu les problématiques de surendettement il y a peu. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une force là qu'on admire, vu de France. Ah oui. Et c'est amusant parce qu'en plus, ils font tous partie de ce qu'on appelait les PIGS, donc les pays nuls, quoi. L'Irlande, crédit de 17%. Alors eux, on n'en parle même plus. Tellement il y a d'argent dans les caisses, ils ne savent plus quoi en faire. Le Portugal, ça va bien, créditeur. L'Espagne, ils sont repartis. L'Italie, elle a divisé son déficit par 2 et elle est tellement sûre d'elle qu'elle va négocier directement avec Trump sans attendre que l'Europe négocie. Donc, ils arrivent à faire des choses pas mal, mais nous, visiblement, on a beaucoup de mal à faire à faire quoi que ce soit. Quoi. Alors, il y en a un qu'on n'a pas entendu là ce matin. J'attends d'avoir son avis sur cette question du surendettement. Moi Oui, tiens, tu t'es reconnu. Tous les mois, de toute façon, voilà, on se réunit tous les mois et je pense qu'on creuse de plus en plus le trou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle effectivement de dette. On essaie de le rapporter à une dette per capita, donc par tête. Mais il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, on ne nous parlait pas de ça. On nous disait mais non, parce que la dette, c'est la dette de l'État, c'est pas la même chose qu'une dette des ménages, ça n'a rien à voir de comparer l'État avec les ménages. Et aujourd'hui, ils se rendent bien compte que en fait, les principes économiques qui avaient été établis déjà par Adam Smith et puis par les théories classiques, et on peut remonter à 2 siècles, en fait, si elles s'appliquent. Parce que on peut repousser la patate chaude, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même prendre ses responsabilités. Et donc, voilà encore une manière de se déresponsabiliser en disant, en fait, non, c'est les ménages qui sont endettés, donc c'est vous qui allez devoir rembourser. Et moi, ce qui me paraît assez loufoque, c'est que maintenant, on nous dit que effectivement, c'est la dette des ménages. Quand les ménages, ils sont déjà à râler pâquerette, quand ils essayent de se débrouiller tous les mois et de finir le mois au moins avec un petit peu d'argent, si ce n'est tout juste. Et leur objectif, c'est même plus... donc on nous dit effectivement, on est surendetté. Oui, on l'est. Mais l'objectif maintenant, c'est même plus d'essayer de trouver un excédent budgétaire pour essayer de se désendetter, parce que pour rappel, si on veut se désendetter, encore faut-il être en excédent, c'est-à-dire faire rentrer plus que ce qu'on sort. Non, l'objectif, c'est juste de se rapprocher des 3% du pacte de stabilité de croissance. C'est pas d'être à zéro, d'être au minimum
break-even, hein, donc au point mort. Non, l'objectif, c'est juste d'être à 3%. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en restant à 3%, on continue de monter la dette. C'est comme les personnes qui nous disent mais il n'y a plus d'inflation, voilà, on est bien retombé à 2%. Mais non, du coup, on est quand même en inflation. Je veux dire, 2%, les prix augmentent de 2% tous les ans. Alors certes, il y avait eu un effet de base qui a fait que mécaniquement, on retombe à 2%, et c'est la même chose pour le déficit. Si on n'atteint pas zéro ou l'excédent à minima, on est toujours en train de creuser la dette, parce que la dette, ce n'est que l'accumulation de déficit au cours des années. Et la question sur ces chiffres, c'est sont-ils crédibles? 2 minutes, juste 2 minutes. Donc, moins 5,8, c'est le déficit 2024. Moins 5,4 cette année, on va voir si on arrive à les tenir. Puis après, le rythme imposé, ce serait moins 4,6 l'année prochaine, moins 4,1 en 2027, moins 3,3 en 2028, et on passe donc sous la barre des 3 en 2029. Jamais de la vie. De toute façon, à chaque fois qu'on nous présente ce genre de tableau, on voit le résultat. Le résultat, c'est 2024, on pourrait remonter et voir les gouvernements précédents. On va remonter. Personne ne nous a prédit un déficit de 5,8. 5,8 en 2024, un jour. J'ai jamais vu ça. Mettmer, il nous prépare à l'idée que cette année, on ne fera pas le 5,5. Le 5,4 qui est prévu, qui est déjà un chiffre catastrophique, c'est déjà. Mais on nous prépare déjà à l'idée, puisqu'on nous dit que c'est Trump, et que Trump a mis des barrières douanières, et que du coup, jamais on n'arrivera à atteindre. Ils nous l'ont dit, ils ont commencé à nous le dire le week-end dernier, et puis petit à petit, on va nous expliquer que ok, on va être à 6, mais l'an prochain, c'est promis, l'an prochain, on sera à 5, vous en faites pas. Et parce qu'ils ne maîtrisent plus rien, quoi. Ils font même mais ils sont même plus capables de calculer les rentrées d'argent. C'est la même chose que pour les projections du déficit des retraites. C'est toujours la même chose. Oui, mais on va réussir à tomber à minima, break-even dans les années qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps. Et on se rend bien compte que non. Parce que de toute façon, c'est impopulaire que de dire il faut souffrir un petit moment, un petit peu comme a fait Javier Milei en Argentine. D'ailleurs, on le voit, il a enlevé le contrôle des capitaux, mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, c'était une vraie politique où il a clairement dit on va souffrir et puis on va s'en sortir au fur et à mesure. Mais les Français ne veulent pas entendre ça. Enfin, beaucoup de personnes aujourd'hui, on leur dit ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et si on dit à quelqu'un tu vas souffrir, mais c'est pour être mieux loti dans les années à venir, ça peut être compréhensible, mais encore faut-il que la personne accepte de faire des sacrifices. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est voilà, vous êtes endetté, on va réussir en faisant plus de croissance, ce que disait notamment Bruno Le Maire, on va rembourser la dette en faisant plus de croissance. Ouais, en fait, plus de croissance. Ils ont recommencé ce week-end. Et quand tu ajustes à l'inflation, tu te retrouves avec une croissance qui est proche de zéro, donc tu dis, mais déflate les chiffres aussi. Non, mais oui, et alors. Et ce week-end, le ministre de l'économie a recommencé, c'est-à-dire qu'il a dit l'une des solutions pour qu'on baisse le déficit en 2026, c'est la croissance. Donc, c'est bon, la croissance. Sauf que 2 jours avant, Bercy a revu donc les chiffres de la croissance pour cette année de 0,9 à 0,7. C'était à peu près au moment où Donald Trump ne savait plus trop s'il fallait maintenir, retirer, etc. Oui, c'est ça. Et là, Bercy arrive. Alors, par miracle, je ne sais pas comment d'ailleurs, à recalculer la croissance en nous disant non, ce ne sera pas 0,9, ce sera 0,7. Bon, personne n'y croit. Enfin, pourquoi pas 0,7? Ils auraient pu dire 0,5, 0,8, 0,1, allez, j'en sais rien. Non, mais la problématique de toute façon, et c'est ça qui est déplorable en France, c'est que dès qu'il faut faire des économies, dès qu'il faut trouver un budget qui soit présentable, entre guillemets, c'est toujours par la voie de l'augmentation des impôts. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais étudié ce que c'est la courbe de Laffer, mais bon, on ne va pas leur en demander plus. C'est jamais par la voie de la réduction des dépenses. C'est toujours par l'augmentation des impôts. Tu dis, mais on est dans un pays de fous quand même. Enfin là, il a quand même parlé essentiellement de réduction des dépenses. Hier, on ne peut pas lui reprocher ça, Bayrou. Mais bon, entre ce qui est dit et ce qui est fait, non, mais ça, j'entends bien. Mais les impôts augmentent. La CSG, CRDS, c'est un truc qui était à 0,5 en 96, aujourd'hui elle est à 17,2. Vous prenez les gens pour des fous, quoi. Non, mais je parlais de l'intention, juste. On ne peut pas dire qu'il n'a pas parlé de dépenses. J'aime beaucoup un économiste qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui est français du 19e siècle et qui disait il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc il ne faut pas mélanger les bonnes intentions avec les résultats concrets. Aujourd'hui, ils ont plein de bonnes intentions, mais les résultats sont catastrophiques.
Non, puis c'est le troisième Premier ministre qui nous dit qu'il ne va pas augmenter les impôts, qu'il va baisser les dépenses et pas augmenter les impôts. Et ça fait 3 d'affilée où à chaque fois les dépenses augmentent et les impôts aussi, quoi. Donc ils sont voilà. Je suis d'accord, il a très très bien présenté les choses hier. Notre Premier ministre, il était très pédagogique, très bon. C'est rare d'ailleurs, mais bon. En France, tout se finit toujours par des impôts, donc on va pas. D'ailleurs, ils ont annoncé déjà aux riches, ils ont une taxe exceptionnelle en 2025. On leur a déjà annoncé que pour 2026, on continuait, hein, et que la taxe exceptionnelle, maintenant, elle était à vie. C'est acquis. Il y avait un doute. On ne sait jamais. Si jamais il y avait un riche qui doutait encore du fait qu'une taxe exceptionnelle en France, ça n'existe pas, bah là, on lui a confirmé ce week-end que bon, allez. Faut contribuer. Mais finalement, on dit c'est les riches qui vont payer. Bon, si tu as de l'argent, tu restes pas en France, quoi. Tu sais très bien comment faire pour optimiser ton argent, tes revenus, ton patrimoine. Il faut être débile pour croire que c'est les riches qui vont payer. Excuse-moi du terme. Hein. Celui qui finit par payer, c'est la classe moyenne, parce que plus l'assiette est large, et plus on fait rentrer des recettes. C'est tout simple, je veux dire, c'est mathématique. C'est une loi normale, hein. Ça, c'est une loi normale. Hein. Voilà, donc de Gauss, et on voit bien où est-ce que ça tape. Exactement. Donc, appliquer 1% sur 1 milliard d'euros, ça rapporte plus d'argent qu'appliquer 10% sur 100 euros. Voilà. Donc, et les riches, c'est pas la majorité. Donc, comme l'assiette est large chez la classe moyenne, c'est la classe moyenne qui trinque, c'est tout. Surtout, je me suis aperçu que pour être riche en France, j'ai vu ça dans un article du Figaro récemment, ça m'a sauté aux yeux. Donc, on disait les 10% les plus riches en France payent 70% d'impôts sur le revenu. Donc, j'ai regardé qui étaient les 10% les plus riches. Dans le même article, on dit que faites partie des 10% les plus riches si vous gagnez par mois 2800 euros net. C'est-à-dire qu'à partir de 2800 euros net, vous faites partie des 10% les plus riches de France. Enfin, on voit un peu à quel niveau. Vous n'êtes même pas smicard en Suisse, mais vous êtes en dessous du SMIC en Suisse. Vous êtes deux fois inférieur au SMIC de Genève, mais vous faites partie des 10% les plus riches en France. Enfin, notre pays est en train de s'appauvrir à une vitesse, mais c'est impressionnant, quoi. Je suis mais sidéré de voir ça, quoi. Ça m'a vraiment impressionné. Donc on voit bien avec ces chiffres-là où est ce que on disait à l'instant, hein, où est la grande masse de contribuables. Hein, c'est ce que l'on appelle les classes moyennes, mais les classes moyennes en dessous de ce premier décile. Donc voilà. Bah oui, c'est impressionnant, mais c'est plutôt là qu'il faut taper. Au passage, quand même, cette petite musique sur la dette par habitant, dont on parlait peu, ce chiffre-là, 50 000, qu'on entend et qu'on risque d'entendre encore maintenant, ça cherche aussi à responsabiliser. C'est pas seulement pour qu'on perçoive un petit peu mieux le montant de la dette française, la dette publique. C'est aussi pour responsabiliser ce que disait Steph tout à l'heure, c'est ta dette. Culpabiliser aussi. C'est-à-dire que, oui, c'est ta dette. Voilà. Ouais, le message derrière, c'est comment tu comptes rembourser. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais parce que ça il faut piocher dans notre épargne. Moi, je vois que ça. Allez, prenez nos livrets A, prenez tout. Enfin, non, mais ils s'attendent à quoi? À ce que les gens disent ça? Non, mais c'est vraiment ça. Et à côté, tu vois des choses qui se créent. Enfin, moi, ça m'énerve toujours de voir. Donc, on est dans une cata pas possible. Mais le budget du ministère de la Culture augmente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'argent au ministère de la Culture pour financer des films dont personne n'a rien à faire, qu'on ne va pas regarder. Et on crée une nouvelle taxe qui va dépendre. Enfin, le ministère de la Culture demande à créer une nouvelle taxe d'argent qui va lui rentrer dans les poches, qui va être une taxe sur vos livres d'occasion. Quand vous voulez vendre votre livre d'occasion sur le Bon Coin, on va vous taxer. Voilà, une petite taxe sur le livre d'occasion qui va rentrer dans un machin du type CNC avec un copain à la tête qui va être payé 15 000 euros par mois et avoir 1000 fonctionnaires pour gérer ce truc-là, qui va vous prendre 50% déjà de frais de fonctionnement avec des bureaux au centre de Paris et qui va redonner l'argent à qui veut, même pas aux auteurs. C'est-à-dire que c'est même pas aux auteurs à qui on a vendu les livres d'occasion qui vont toucher l'argent. Non, c'est eux qui vont choisir à qui ils vont le donner. Donc, ils vont le donner à des copains woke qui vont vous faire un livre qui sera jamais lu sur la transidentité de genre au fin fond du Kenya et que personne ne lira jamais, qui vont vous faire des livres sur comment être marxiste au
au 21e siècle. On va des trucs comme ça dont tout le monde se fout. Une pensée à l'œuvre de Bruno Le Maire. Pardon? Une pensée à l'œuvre de Bruno Le Maire également. Oui, parce qu'en plus, à mon avis, certains politiques vont trouver ça merveilleux parce que comme ils ne vendent pas leurs livres, hein, comme Émeric Caron qui nous a fait un livre sur la corrida, qui a fait le tour des plateaux pour expliquer à quel point son livre était merveilleux et qui en a vendu 450 exemplaires, comme le dernier livre de Bruno Le Maire qui est passé sur tous les plateaux, qui était ministre d'économie à cette époque-là, mais qui a réussi à en vendre 1200 exemplaires. Je veux dire, on est sur des résultats nuls, mais ils vont pouvoir toucher des petites subventions sur leur livre à partir de vos sous. Et en fait, toute la volonté, toute l'idée, c'est pas la solution. Elle est très simple, c'est qu'il faut dégraisser le mammouth. Moi, je suis un peu jusqu'au boutiste, donc je serais pour passer de 40 ministères à 10 ministères d'un coup et virer tous ces trucs qui nous servent à rien. Il faudra qu'on me prouve que le ministère de la Culture a une utilité, ou le ministère des Sports. Hein, je rappelle que le pays qui a le plus de médailles, c'est les États-Unis. Il n'y a pas de ministère des Sports. Le pays dont la culture nous envahit, c'est les États-Unis. Il n'y a pas de ministère de la Culture. Donc, je suis pour supprimer tous ces trucs qui servent absolument à rien, si ce n'est à payer les copains et à nous piquer du fric, et à revenir à 10 ministères. Mais des gens moins extrêmes que moi. Et encore sur 10 ministères, tu te rendrais bien compte qu'il y en a plein qui servent à rien. Je veux dire, en réalité, à minima, le ministère peut-être qui peut servir, mais les personnes qui le constituent, tu peux en virer la moitié, si ce n'est les 3/4. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, je vois dans les commentaires, effectivement, on essaie de trouver les raisons, enfin, de critiquer ce qui se passe. La solution, elle est où? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui disent elle est où la solution? Mais la solution, elle est assez simple. Le problème, c'est qu'on est dans un État, un pays paternaliste. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, notamment les Gilets jaunes. Alors, les demandes sont légitimes. Hein, on en a marre de payer des impôts, tout ce que tu veux. Je suis totalement d'accord. Et ensuite, la solution, c'est quoi? Il faut que l'État il fasse ça, qu'il intervienne, qu'il nous protège. Mais putain, tu demandes à ton agresseur de juste changer d'arme. Non, lutte contre l'agresseur. Donc, le problème aujourd'hui, c'est cet état obèse. On est sur comme tu disais, un mammouth, j'allais dire un éléphant, mais effectivement, mammouth, c'est encore plus gros, qui nous emmerde à longueur de journée, qui nous dicte notre vie, ce qu'on doit faire, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Maintenant, on va jusqu'à nous dire peut-être que ton genre, c'est pas bien, le wokisme, on nous envahit avec cette culture à la con. Et en fait, on ne se rend pas compte que le problème, il est déjà à l'intérieur. Le fruit, il est pourri. On a un verre, c'est l'État qui est un État obèse. Réduisons la taille de l'État. Faisons comme fait en Argentine Javier Milei. Mais le problème, c'est qu'en France, on est trop attaché à cet État paternaliste, à l'interventionnisme. À mon grand regret, parce que putain, les physiocrates, Frédéric Bastiat, le libéralisme économique, le vrai, vient, entre autres, en partie de France. Adam Smith, il est venu en France pour apprendre le libéralisme avec les physiocrates, Jean-Baptiste C, etc. Moi, ça me trouve le cul. Comment on a pu oublier ces gens? Les principaux économistes libéraux viennent de France. C'est terrible. Ouais, sur la question des ministères, alors on peut regarder aussi le tableau dans l'autre sens. Hein, si on verticalise chaque ministère, on peut regarder dans l'autre sens, c'est l'empilement administratif, donc les strates administratives qu'on connaît tous. Je cherchais un bureau, un guichet relatif à l'urbanisme il n'y a pas si longtemps. Donc le premier réflexe, on va à la mairie. La mairie renvoie vers la communauté de communes. Bon, alors là, ça devient tout de suite très compliqué de trouver la bonne porte. Et puis, à la communauté de communes, ah oui, il y a bien quelque chose, mais enfin, le mieux, c'est de demander au département pour finalement dire ça doit relever de la région, mais posez la question et revenez nous voir hein, si on n'en est pas certain. Et au-dessus de tout ça, il y a l'État. Bon, voilà. Et donc, ce millefeuille dont on parle, alors à chaque fois, c'était pour une aide. Hein, c'est ce que je cherchais. Je voulais voir si j'avais droit à quelque chose. Bon, finalement, on renonce. C'est un non-recours au droit parce que voilà. Donc, je prends le problème aussi dans ce sens-là, où là, c'est terrifiant. Là, c'est réellement terrifiant. Oui, tout ça, c'est un coût, en fait. Entre les bureaux qui font la même chose, qui sont chargés des mêmes missions, et les bureaux qui sont chargés de rien, mon Dieu. Le problème, c'est qu'on est tombé dans un système où on demande à ceux qui font les lois
de trouver des solutions pour réduire leur intervention et leurs dépenses. Je veux dire, il faut être, mais ils sont pas cons. Je veux dire, il faut être débile pour se dire, tu veux te tirer une balle dans le pied. Donc évidemment, on est condamné avec 60% d'interventionnisme de l'État. Ouais. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Hier, le Premier ministre disait au moment de la conférence de presse qu'ils étaient deux maires de villes de taille importante. Donc lui et le maire de Dijon, François Rebsamen, sur la petite estrade. Et c'est exactement ça. Donc on a deux gars qui sont là, qui doivent dire, bon, il va falloir que je réduise. Alors je vais réduire où? Tiens, les collectivités territoriales. Ah ben non, merde, je suis maire. Et en plus, comme je ne suis pas que maire, je suis aussi président de la communauté. En tout cas, pour Bayrou, c'est sûr. Donc c'est sûr que ça revient au flingue et je me tire une balle dans le pied. Bah non. Totalement. Si tant est qu'ils puissent le faire, parce que ça, c'est encore autre chose. Si tant est que le mammouth, puisque l'expression a été utilisée tout à l'heure, si tant est qu'on puisse réellement dégraisser le mammouth. C'est-à-dire que des fois, je me pose la question, même avec la plus grande volonté du monde, je me demande si on arriverait à faire bouger les lignes pour parvenir au résultat recherché, en tout cas au but recherché. On peut le faire, mais il faut tout changer, je pense. Alors, ça passe par quoi? Moi, c'est pour ça que je suis de plus en plus partisan des systèmes un peu extrêmes. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec Milei ou comme on le voit actuellement avec Trump, c'est-à-dire que je ne crois plus au fait de faire maigrir le mammouth. Je pense qu'il faut le dégager. À la hâte, quoi, parce que, en fait, les petits trucs ne fonctionneront pas. On a vu, François Hollande a essayé de fusionner les régions. Donc, la région, le truc dont tout le monde se fout. Honnêtement, la région, tout le monde s'en fout. On peut être attaché à sa mairie, mais personne n'est attaché à la région. C'est surtout qu'il n'a pas, voilà, c'est surtout qu'il n'est pas passé par la case département, alors qu'il aurait fallu supprimer les départements ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, faire fusionner les régions, qu'est-ce que ça a fait? Eh ben, moi j'ai bien vu. J'étais en Auvergne et à côté il y avait Rhône-Alpes et on a fusionné. Bon, eh ben, l'hôtel de région en Auvergne est resté en Auvergne, celui de Rhône-Alpes est resté en Rhône-Alpes et on a exactement le même nombre de fonctionnaires dans deux villes différentes. Et on dit, bon voilà, c'est une région, mais vous avez exactement les mêmes fonctionnaires sur deux villes différentes. Ça n'a servi à rien, en fait. Ouais. Ça n'a vraiment, faut faire une sleeve au gouvernement. C'est clair. C'est un peu ça. Il faut lui mettre un anneau gastrique. Mais il faut vraiment il faut l'attaquer à grands coups de hache pour y arriver, parce que les petits machins, en fait, n'ont plus d'effet. Il y a une telle résistance à tous les niveaux que c'est pas faisable. Moi, je me souviens d'une émission que j'avais vue au moment où justement on parlait de supprimer les départements. Et il y avait il y avait donc un président de conseil général qui était là, qui essayait de défendre l'intérêt des départements. Puis il y avait un journaliste un peu pugnace en face de lui, donc il n'arrivait pas à trouver vraiment de défense du département. Et au final, ce président de département disait, non mais ce que vous dites c'est vrai, mais dans le département d'à côté, le mien il est quand même essentiel. Mais le département d'à côté, c'est vrai qu'on pourrait le supprimer. Et je me souviens, c'était un gars de Bretagne. Et je me disais, tout est là, en fait. C'est que, quoi qu'il arrive, le gars tient tellement à son poste, tellement au sous-sous qu'il touche tous les mois, et qu'il est obligé même de se raconter à lui-même un film pour justifier le fait de ne pas être un gros parasite. Mais la réalité, c'est que c'est un gros parasite qui n'a pas de réalité dans son emploi et qu'il faut, il faut y aller à fond, il faut y aller un gros, vraiment de manière très très dure pour arriver à quelque chose. Sinon, on n'arrive à rien. Moi, ce que j'aimerais, c'est, on nous dit aujourd'hui, la dette, pour revenir donc à la dette, on nous dit la dette, c'est l'équivalent de 50 000 euros par ménage, alors 48 200 exactement, je crois on a dit. D'accord ? Donc, très bien, vous avez appliqué un principe de base qui est on divise la dette par le nombre de personnes. Pourquoi vous n'appliquez pas les mêmes principes de gestion d'un ménage, d'un bon père de famille pour l'État? Voilà. Appliquer un principe de gestion de base qui consiste à dire s'il y a des gens qui sont inutiles et qui viennent me pomper le fric pour rien, eh ben, ils servent à rien, comme une entreprise le ferait, comme n'importe quel ménage. Faites-le. Mais non, ça s'applique que quand on en a envie, soit pour la dette, c'est même plus, en plus, qu'il ne sert à rien, c'est qu'on n'a même pas les moyens.
Bien On sûr. n'a pas l'argent. Donc, on vit au-dessus de nos moyens. Bah, ça marche pas. Enfin, Totalement. n'importe quel ménage va se faire épingler par son banquier et puis la commission de surendettement derrière. Totalement. C'est clair. Alors, Et, pardon, vas-y. désolée. Et juste, je reviens par rapport aux idées, aux petites solutions. Là, tu parlais de régime anogastrique. Donc, en effet, je pense vraiment qu'il faut y aller dur. C'est-à-dire que Benjamin Castaldi, avec son régime comme j'aime, ça ne marchera pas. Mais en fait, je pense vraiment qu'il faudrait agir en fait à la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques, même les présidents, c'est pas des hommes de terrain, c'est pas des chefs d'entreprise. Les mecs, ils savent pas gérer un budget, ils savent pas comment ça marche dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils ont fait les grandes écoles, ils sont tous entre eux, donc au final, quel que soit leur bord politique, c'est-à-dire que même un mec d'extrême gauche et un mec d'extrême droite, ils ont fait la même école, ils ont eu la même formation, ils sont sur les mêmes bancs, donc au final, ils sont potes aussi tous, hein. Et le gros problème, je pense que ça vient de là aussi, c'est-à-dire que il faudrait qu'on soit gouverné par de vrais chefs d'entreprise, des gens qui sont sur le terrain et qui voient vraiment comment ça se passe, quoi. Ils n'ont pas celui, en effet, qui est attaché à sa petite mairie ou à son petit truc Bah, qui sert à rien. je suis d'accord avec toi sur le principe qu'effectivement, c'est tous des mecs qui sont politiques de métier. Donc, des gens comme Mélenchon qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui viennent te donner des conseils. Moi, j'ai envie de dire, mais ferme ta gueule, quoi. Franchement, j'ai horreur de ce mec et de toute sa clique qui viennent te raconter à longueur de journée ce que tu dois faire. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie et pourtant, ils se sont enrichis comme jamais sur notre dos. Je me rappelle même la vidéo de Hollande qui disait, ben moi, si de toute façon on me vire, c'est pas de souci, je retournerai et je ferai rien et je gagnerai bien ma vie. Enfin bref. Mais au-delà du fait que, effectivement, ce sont des gens qui sont politiques de formation et de métier, donc qui n'ont jamais travaillé de leur vie, parce que c'est des parasites. Au-delà de ça, c'est le fait que je ne suis pas sûr, mais j'espère me tromper, que même mettre quelqu'un qui ne soit pas politique de formation et de métier puisse régler, en tout cas, de manière totale. Pourquoi ? Parce que quand on leur laisse trop de pouvoir, ça les corrompt et ils ont trop d'intérêt en jeu. Donc en réalité, pour moi, le cœur du problème, c'est cet excès de pouvoir, c'est cet excès de centralisation qui fait que forcément, à un moment ou un autre, ils risquent d'aller, et risquent parce que j'ose espérer qu'il y a encore des gens qui vont respecter leurs idées et être intègres, mais à un moment ou un autre, ils vont être corrompus par le pouvoir et par la capacité qu'ils ont d'intervenir et de pouvoir dicter la vie des gens. En réalité, pour moi, c'est la réduction du pouvoir, la réduction de cet État, mais ça me rend fou, obèse, qui dicte la vie aux gens, et de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Laisser faire, laisser passer. Voilà. N'oublions pas la bonne devise française, quoi. Juste un petit exemple moi, qui m'a énervé là, récemment sur dicter notre vie. Vous savez que maintenant que vous avez un poulailler de plus de 5 mètres carrés, vous avez payé une taxe. Le poulailler de plus de 5 mètres carrés, c'est pas bien. Donc, c'est passé cette proposition, parce que j'en avais entendu parler, mais c'était pas encore. Il me semble que c'est passé. Oui, il me semble que c'est passé. Mais ils ont toujours de bonnes idées. Hein. Donc là, le poulailler de plus de 5 mètres carrés et un toit à 1,70 m, je crois. Parce que non seulement ils ont de bonnes idées, mais c'est très fin, quoi. C'est vraiment très. Mais c'est comme, je ne sais plus, il faut mettre le portrait dans la mairie, mais qu'est-ce qu'on a à branler, quoi? Tu n'as rien à foutre de ta vie pour nous faire chier avec ton drapeau ou ton portrait. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Respect. C'est vrai, il y a vraiment une volonté de nous casser les pieds. J'avais relevé, et c'est ce que je recherchais à l'instant, une question d'un sénateur qui date en plus. Elle a plus de 5 ans. Dans sa question, il dit qu'en 2006, notre système fiscal comportait 214 impôts et taxes différentes. Et il rajoute, il y en aurait actuellement plus de 1000. Voilà, on serait donc le pays à 1000. Je sais que un organisme avait essayé de calculer, on était à 400 et quelques, je pourrais retrouver le chiffre. En fait, on ne sait même pas combien, c'est surtout ça. On ne sait même pas combien de taxes, de cotisations et d'impôts existent en France. Mais de toute façon, toute personne qui a fait des études de droit, mais pas que, hein, tu prends tous les codes, c'est des trucs, c'est des bouquins, ils sont comme ça. J'en ai derrière, je ne sais pas où ils sont là exactement. Tu as des trucs, mais tu as des milliers de pages. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà, bon. C'est le code général des impôts.
Voilà, Après, tu as le code du travail, tu as le code civil, tu as le code du commerce, tu as le Mais- code des procédures civiles, le code de procédure pénale. Tu dis, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait du Portugal. Je vais aussi vous parler du Maroc. J'avais étudié la question puisque ces deux pays avaient favorisé les personnes qui venaient passer leur retraite, y compris les étrangers, qui venaient passer leur retraite en France, d'un point de vue fiscal. Et donc, j'avais demandé les règles. Et on m'envoie, je m'en souviens, j'avais reçu l'équivalent de notre Code général des impôts. Et encore, là-dedans, il n'y a pas le livre des procédures fiscales. Hein, attention, de procédures fiscales, ni le BOFIP. Hein, c'est que le principal. Et j'avais reçu le Code général des impôts. Et c'était génial. Un truc, un petit fascicule où les choses sont très claires. Il n'y a pas 15 000 renvois. Et les règles sont clairement posées. C'est sûr que quand on voit ça, ben voilà. Voilà, le problème, c'est que, attention, hein, il y a beaucoup de gens dans les bureaux dont on parlait tout à l'heure qui travaillent là-dessus. Donc, c'est aussi de leur intérêt parce qu'on parlait des politiques, mais il y a aussi cette administration et le poids de l'administration qui existe par elle-même. C'est encore une fois cette histoire de volonté dont je parlais tout à l'heure. Avec toute la meilleure volonté du monde, est-ce qu'on arriverait à dégraisser ou à poser un anneau gastrique ? Je me pose la question, sincèrement. Non, mais moi, je suis pour les méthodes violentes. Pas violentes. Pas la guerre, hein, mais moi, je veux pas de méthode violente à la Révolution française parce qu'on sait ce que ça a donné à la terreur. Et finalement, c'était notre cher ami les Jacobins et qui en fait étaient des rouges de pur sang, hein, et que Mélenchon aime bien dire, moi je suis un révolutionnaire, la République c'est moi, hein, parce que la première République c'est suite à la Révolution française, donc je ne suis pas pour ce type de révolution. Par contre, une vraie révolution à la fois fiscale, économique et politique type Argentine par exemple, mais bien sûr. Oui, non, mais quand je parle de violence, c'est ça, dans le sens d'une violence pas physique, mais une violence on ne va pas baisser de 3% les dépenses, non. On va les diviser par 2, et pour ça, je supprime toutes les agences, les 1200 agences créées qui servent l'État, parce que ces 1200 agences, si on a une qui est utile, on s'en apercevra très rapidement et on pourra la recréer, mais je suis sûr que 90% ou 99% sont totalement inutiles, donc hop, on supprime. Les aides à la presse, hop, au revoir, plus d'aide à la presse, voilà. Donc des méthodes hard, mais c'est dans ça que je veux dire violent, mais pas des méthodes de on va financer, on va regarder, parce que vous avez une administration qui toute seule s'autogénère. Vous savez, l'administratif est un gaz, il prend tout l'espace que vous vivez, et du coup, il faut y aller, mais de manière frontale et très très dure. C'est parce que on n'a plus le temps de financer. Hein, le FMI, quand il sera là, ne financera plus. Et donc, il faut y aller fort. Mais en plus, ça ne marchera pas de financer. On est face à un mur beaucoup trop épais. Alors, j'ai retrouvé le chiffre que je cherchais. Donc, c'est l'IFRAP, hein, c'est la fondation IFRAP qui avait calculé. Oui. C'est 483, taxes, impôts, contributions et cotisations. Il date de 2021. Et la fois d'avant, ça date de 2015, donc 6 ans avant, c'était 360. Donc le nombre de taxes, d'impôts et de cotisations doit augmenter à peu près aussi vite que notre dette. C'est-à-dire très vite. C'est impressionnant. Et puis, il y a ceux qu'on ne crée pas, mais qui sont juste une extension d'impôts qui existent. Vous savez que si vous avez un balcon, vous êtes un horrible capitaliste, il faut savoir, oui. Et du coup, vous allez être taxé sur votre balcon. Mais ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est juste un aménagement de taxe foncière, parce que voilà. Parce que vous avez un balcon ou une terrasse, encore pire, une terrasse. Si vous êtes une terrasse, vous êtes un salaud. Donc, du coup, on va vous taxer beaucoup plus, mais ce n'est pas une nouvelle taxe. Ah non. Puis c'est surtout que… Vas-y. Alors, juste un petit mot. Tu mets le doigt sur quelque chose qui s'appelle la valeur locative cadastrale, donc, et la réforme qui suit derrière. Donc, c'est la base, l'assiette, hein, la base de tous les impôts locaux. La valeur locative cadastrale, donc la valeur de votre bien sur le marché locatif. Vous êtes propriétaire et pourtant vos impôts locaux sont calculés en fonction d'un loyer fictif. Alors comment on le calcule, ce loyer ? On le calcule en regardant une maison équivalente, une maison témoin en quelque sorte, ou un appartement témoin dans votre commune. Hein, dans votre commune, dans chaque commune, il y a une liste d'appartements témoins et on vous a raccroché à un de ces maîtres étalons, en quelque sorte. Mais attention,
Les critères datent de 1970. On est sur des critères de confort de 1970. Il y a encore les bidets. Le nombre de bidets compte encore aujourd'hui non, je vous vois rire, compte encore aujourd'hui dans la valeur locative cadastrale, donc dans la base de votre impôt. L'État cherche à réformer la VLC depuis des décennies. Et l'État n'y arrive pas. L'État et l'administration n'y arrivent pas. Donc on se traîne ce boulet de critères de 1970. Alors, puis aussi, juste une précision. Tout le balcon, voilà. Une précision, c'est que souvent, là, on parle de taxes, impôts, on mélange un petit peu tous les termes. Bon, en réalité, on devrait parler de prélèvements obligatoires parce qu'il y a les redevances, il y a les prélèvements sociaux, il y a les impôts, il y a les taxes, et tout ne veut pas tout dire, en réalité. Mais quand on nous parle de réduction d'impôts, souvent, on nous parle des impôts, notamment impôts sur le revenu, chose que pas tout le monde paye. Et ce qu'on augmente derrière… moins de la moitié. Oui, bien sûr. Et ce qu'on augmente derrière, c'est les prélèvements sociaux. Je vous rappelle, en 2015, si ma mémoire est bonne, ou en 2017, on était à 15,5% de prélèvements sociaux, on est passé à 17,2%. Sauf que ça, tout le monde le paye. Pas possible d'être exonéré à la différence de l'impôt sur le revenu. Donc, attention même au discours démagogique qui consiste à dire « mais pas de souci, on va baisser les impôts, etc. » D'accord ? Mais les prélèvements sociaux, quid des prélèvements sociaux ? Parce que l'impôt sur le revenu, je peux ne pas le payer, mais les prélèvements sociaux, je suis obligé de passer par cette case. Prélèvements sociaux, la TVA, le truc sur les cigarettes, sur l'essence, mais quelle arnaque aussi, enfin bon, tout, et puis à côté de ça aussi, pardon ? Oui, dans les taxes pétrolières, il y a des taxes sur les taxes. Oui. Il y a la taxe sur la TVA. Tu te dis, mais vous êtes des malades. Taxe sur les taxes. Je vais taxer ma propre taxe. Je pense qu'il n'y a qu'un pays au monde qui s'est inventé un truc là. Alors, tu as raison. 483, l'IFRAP mélange tout, en quelque sorte, taxe, impôt, contribution et cotisation. Et en même temps, moi, je trouve que ça fait sens parce que cette histoire de salaire différé, ça fait chouette, ça, salaire différé. Attendez, non, c'est pas une taxe quand c'est une cotisation, c'est un salaire différé, c'est juste ça. Oui, alors quelle différence entre ça et un impôt ? Qu'on m'explique. Un impôt, ok, ça sert à payer un ministère de la culture, donc une salle de cinéma, et donc je paye peut-être un peu moins cher ma place de cinéma quand j'y vais. Bon, c'est aussi un salaire différé en quelque sorte. Dans ce cas-là, tout est salaire différé, y compris malheureusement, les charges de la dette ou la charge de la dette qui franchit les 300 milliards. Bon, donc attention, moi, c'est un peu comme quand on nous vend non, vous inquiétez pas, on va augmenter la cotisation sur telle ligne de votre bulletin de salaire, mais c'est pas vous, salarié, qui payez, ça va être la part patronale. Oui, enfin, faut pas prendre les gens pour des cons. N'importe quel employeur calcule le coût salarié, point barre. Mais toi, tu resteras riche à 2800 € net au moins. C'est ça. À 2800 € net, j'ai toujours 2800 € net. C'est ça. Exactement. Mais justement, parce qu'on parle de toutes ces cotisations, l'une des pistes qui est de plus en plus évoquée par le gouvernement, c'est de toucher aux retraites. Les 10%. De supprimer l'abattement fiscal des retraités, des 10% d'abattement fiscal des retraités. Donc ça, c'est une des grosses pistes pour pouvoir tenir… parce que le gros des coûts, pour les gens qui nous écoutent, l'énorme coût que l'on a, le plus gros coût qu'on a malgré tout, c'est les retraites. C'est 15% du PIB, c'est titanesque. Donc, si on ne touche pas aux retraites, on ne peut… Enfin, le reste, c'est de la rigolade. Vous pouvez supprimer l'Assemblée nationale et le Sénat, les supprimer, virer tout le monde, etc. Ça représente moins d'1 milliard. Donc, ça ne représente rien. C'est peanuts par rapport aux retraites. On ne le voit même pas. Je suis très énervé par le niveau de vie des sénateurs et des retraités, et surtout par leur retraite, des sénateurs et des députés. Des députés. Mais oui, pas des retraités, des sénateurs et des députés. Ils m'énervent beaucoup par leur niveau de vie et surtout par leur retraite. Mais on pourrait les supprimer, ça ne changerait absolument rien au schmilblick. On ne s'en rendrait même pas compte. Dans les comptes publics, on ne s'en rendrait même pas compte. Et de toute manière, ils utiliseraient l'argent excédentaire pour en faire autre chose. Oui, mais en plus, oui. En plus, on ferait des films que personne ne va voir avec ça. Donc, pour les retraites, il y a une autre piste aussi. Ils avaient parlé de taxer plus les retraités les plus riches aussi. Ça, donc, c'est-à-dire au-dessus de 1400 €, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, je voulais juste vous donner deux chiffres, moi, que j'ai trouvé très, très intéressants. Enfin, oui, deux choses qui vous donnent très intéressantes, et puis après, je vous passerai la parole. On n'a pas beaucoup de temps, mais tant pis.
Le premier, c'est que la retraite moyenne pour une femme en France est de 1 075 €. Donc, c'est quand même extrêmement faible. C'est la retraite moyenne pour une femme. Et le deuxième, c'est que si on fait les calculs de répartition et capitalisation, vous prenez quelqu'un au SMIC, qui fait toute sa carrière au SMIC, et vous prenez les cotisations patronales et salariales, donc à peu près 500 €, plus l'aide de l'État, mais c'est la même chose. Donc, quelqu'un au SMIC qui paye toute sa vie ses cotisations à la répartition arrive à la fin de carrière et il a 953 € par mois. Vous prenez la même personne au SMIC et il prend la même somme et il la met en retraite par capitalisation. Et comme il n'y connaît rien du tout, mais rien du tout, il met son argent soit sur l'or, soit sur un ETF monde. L'or à partir des chiffres que m'a donné Nicolas. Soit sur l'or, soit sur un ETF monde. Eh bien, arrivé à la retraite, il a une retraite de 1 700 € par mois, donc 86% de plus. Et en plus, et ça, c'est le chiffre qui m'a sidéré, il est millionnaire. C'est-à-dire qu'il a mis en capitalisation un peu plus d'1 million d'euros, million qu'il repassera à ses enfants au moment de son décès. Et lui pourra toucher 1 700 € de retraite tout au long de sa vie. J'ai ces chiffres entre la retraite moyenne d'une femme et entre la différence entre capitalisation et répartition pour un smicard m'ont paru mais complètement dingue. En fait, on se fait voler. Mais vrai, ça devient du vol, la retraite par répartition, mais de manière incroyable. Ouais. Ça a toujours été un vol à partir du moment où tu mets en place un système pyramidal qui soit viable parce qu'il y a plus d'actifs que de retraités ou non viable parce que la pyramide se retourne, ça reste du vol et une arnaque. Simplement qu'elle ne se voit pas au début. Comme tout système pyramidal est arnaque. Je veux dire, au début, on n'a pas la sensation que c'est une arnaque. Mais au bout d'un moment, ça se retourne et on se dit « Ah, oui, c'était une arnaque ». Donc, c'est bien, les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement, c'est une arnaque, c'est un système Ponzi. Ce qu'on prend d'une main, on le redistribue de l'autre. Quel est le nom qu'on peut donner à ce genre de système? En se prenant un peu au passage, parce qu'il faut bien faire, bien financer ceux qui font demain, ce drôle de système. Je mets en place un système où je te mets un pistolet dans la tempe, je te dis si tu payes pas tes impôts, je te mets en prison ou je te mets une balle dans la tête, ce qui s'appelle en fait ponctionner des impôts, parce qu'on impose. Je fais ça, bon déjà je vais en prison si je fais ça, et en plus si je prends pour le redistribuer, pour dire ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à votre part aussi à un moment ou à un autre, on me dit mais toi t'es un fou. Je rappelle juste qu'il y en a un qui l'a fait aux États-Unis, il s'appelle Bernard Madoff, il a fini en tôle et il est mort en tôle. Mais quand c'est l'État qui fait ça et qui met en place un système pyramidal en toute légalité, il n'y a aucun souci. Donc en réalité, le fait de faire une économie de 10% sur les retraites, tu vois, on pourrait te faire un parallèle. Oui, mais les actifs ont aussi un abattement de 10% pour frais professionnels. Donc les vieux, c'est pour, pour les personnes âgées, c'est pour les frais vieillesse. Ça peut se tenir. Mais en réalité, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on est dans un système pyramidal. Et encore une fois, c'est comme on disait avec l'État, le problème, c'est pas qu'on a des gens compétents ou incompétents, c'est qu'on a trop d'États. Donc c'est la même chose. Le problème n'est pas de est-ce qu'il va falloir faire des économies ou pas. C'est il faut arrêter ce système à la con et mettre un système par capitalisation. Je crois que si ma mémoire est bonne, c'est Jean Jaurès qui disait, qui est pourtant un socialiste, qui disait les gens seraient beaucoup mieux lotis si on mettait en place un système par capitalisation. Et aujourd'hui, mais jamais de la vie, un gaucho nous dirait ça. Jamais de la vie. Pourquoi ? Il y en a un Mongolien sur X là, qui a dit regardez, les marchés ont chuté, ça montre bien que le système par capitalisation ne fonctionne pas. Ah oui, ouais, mais il a regardé comme ça le marché sur 1 heure. Je dis mais t'es un gros malade, toi. Pourquoi tu ne regardes pas sur 43 ans de durée légale de cotisation? Fix a fait le calcul, on vient d'avoir les chiffres, voilà. Et donc encore une fois, quand on se laisse guider par l'idéologie, le populisme et toutes les conneries d'idéologie, forcément on en arrive à des conclusions foireuses, quoi. Et on vient le compléter. Alors, ce système de répartition, on vient le compléter quand ça marche plus, et ça marche plus. Et puis, on voit l'état démographique de la France, la situation démographique de la France qui ne s'arrange pas. Donc, on vient le compléter par des ponctions. Donc, l'impôt, on va lever l'impôt, appelons ça comme on veut, cotisation supplémentaire, prélèvement, etc., obligatoire. Donc ça revient en fait à aller ponctionner là où il y a de l'argent, donc ça revient à prendre pour pouvoir payer le système par répartition,
de la capitalisation. Donc en fait, ce système de répartition, quand il ne fonctionne plus, indirectement, on va les taper, y compris dans l'épargne, parce que les Français, quand ils sont un peu plus imposés, qu'ils ne peuvent plus payer par leurs revenus, ils puissent dans leur épargne. Donc on va taper dans l'épargne, pas directement, hein, très indirectement, et donc on puise dans ce qui est le système de capitalisation personnelle que je me suis fait moi-même. D'ailleurs, cette histoire de 50 000 euros, hein, pour y revenir, boucler la boucle, les 48 238 euros, avec cette question sous-jacente, comment tu comptes rembourser ? Il y a évidemment à mettre en face l'épargne. Steph l'a dit, hein, elle en a parlé tout à l'heure. Et oui, 3 305 milliards, ça fait énormément d'argent, une grosse montagne, mais miracle, 6 412 milliards d'épargne financière en France. Et essentiellement du produit de taux. Oh là là, ça donne envie. Oui, ça donne envie. Mais enfin, ceci, une grande partie de l'épargne française, elle est placée en dette de l'État français. Ouais. Donc, c'est vraiment, ça va être compliqué. Donc, tu vas dire, c'est ça, tu vas dire à l'épargnant contribuable, écoute, qu'est-ce que tu préfères, que je prenne ton épargne ou que je te rende pas tes sous ? Tu as le choix entre les deux. Ça va être compliqué. Ça donne. Et donc, surtout, juste un truc pour rappel, ils nous ont augmenté la TTF, taxe sur les transactions financières. Donc on te dit, de toute façon, la capitalisation, c'est pas bon. Et puis si tu veux faire de la capitalisation en investissant en bourse, c'est pas grave, on t'augmente la TTF. Donc en fait, votre solution, c'est quoi ? C'est toujours taxer. Et on revient à ce qu'on disait précédemment. Ils n'ont aucune volonté de réduire les dépenses en réalité. Ce qu'ils veulent, c'est augmenter les taxes. Mais encore une fois, courbe de Laffer, c'est un principe économique de base. Une courbe gaussienne, plus tu vas augmenter les taxes et moins tu vas récolter, c'est tout. Oui, l'exemple là avec la bourse est très net, c'est que les gens vont aller de plus en plus investir ailleurs que sur la bourse de Paris. Maintenant, c'est hyper facile avec les plateformes, avec les brokers en ligne, c'est hyper facile et les gens vont aller acheter des actions américaines, des actions allemandes, des actions anglaises, japonaises, chinoises, etc., plutôt que d'aller s'embêter à continuer avec les actions françaises. Sans compter que la TTF ne s'applique que sur les boîtes françaises, de plus de 1 milliard, je crois, de cotisation de market cap. Donc tu dis, mais pourtant, vous nous dites qu'il faut investir sur les boîtes françaises. Vous nous incitez à aller investir dans les boîtes étrangères. Ça n'a ni queue ni tête, quoi. C'est vrai que l'épargnant français met la question de la fiscalité comme parfois... premier critère. Oui. Qui est, alors à chaque fois, j'essaye de rattraper nos lecteurs qui nous interrogent là-dessus. Non, attends, certes, la fiscalité en France, c'est pas rien, on le sait, etc. Mais on va quand même regarder le placement que tu es en train de viser et au moins son rendement ou sa rentabilité avant de parler de la fiscalité. On est quand même acculturé à ça. Le premier critère, c'est d'ailleurs pour ça que l'encours du livret A est ce qu'il est, ou de l'assurance vie est ce qu'elle est, parce que c'est le premier critère, avant même de savoir ce que devient l'argent réellement ou de s'intéresser un peu à la rentabilité. Après, il faut dire aussi qu'en France, l'air de rien, malheureusement, ça concerne aussi beaucoup de pays, mais notre éducation financière et culture financière, elle est très limitée. Tu parlais en effet du livret A et de l'assurance vie, mais c'est aussi parce que le livret A, c'est plus que centenaire, donc c'est le moyen d'épargne qu'on nous pousse le plus et c'est la solution numéro 1 en France. Et bref, mis à part ça, elle est des vidéos et en effet, la question qu'on me pose très souvent, en effet, c'est oui, alors où est-ce que je suis pas imposée ? Donc, comme tu disais, la question de la fiscalité, c'est limite ce qui impacte la décision en choix numéro 1 très souvent. Et puis après, le reste, de toute façon, les gens, ils s'y connaissent pas trop et pas assez, et on les encourage à rester dans cet aveuglement et dans ce manque de culture. Mais en même temps, demander un virement à sa banque pour acheter quelques cryptos ou quelques pièces d'or, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Sauf le jour où ta banque va proposer elle-même de vendre des cryptos.
Oui, Parce alors, sur parce les qu'en banques, fait, ils bloquent, mais et c'est ça qui est Sauf fou. que Par ça ne exemple, sera jamais vraiment des cryptos sur une blockchain à proprement parler, parce qu'une blockchain centralisée, c'est pas une blockchain, c'est une base de données. Et c'est c'est ça. là où ça a apporté la confusion. C'est comme nous dire les CBDC, c'est une crypto. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Une crypto, des cryptos que parce qu'elle a une blockchain. Si une blockchain, elle est centralisée, c'est pas une blockchain, c'est une base de données. Et une base de données centralisée qui plus est, sur laquelle je peux intervenir. On est à des années-lumière de ce qu'est une blockchain, quoi. Et c'est en ce sens que je te rejoins, c'est effectivement, il n'y a pas d'éducation financière, et le peu de mesures qui peuvent aller dans le bon sens sont complètement perverties. Donc, forcément, c'est voué, mais on est dans un pays de fous, quoi. Donc, conclusion, cassez-vous de ce pays. non. Mais ouais, mais on part tous. Alors, quel est non, mais c'est tout à fait ça, hein. Je veux acheter une pièce d'or, aujourd'hui, pourquoi j'achèterais pas une pièce d'or? Regardez les résultats. Le banquier m'appelle en disant, et pourquoi? Comment tu justifies ça? Non, mais attends, je veux acheter une pièce d'or auprès d'un négociant français installé depuis longtemps, etc. Je ne vais pas citer de nom, mais enfin, vous allez rue Vivienne, ça pose souci. Incroyable. Ah ouais, Donc forcément, l'éducation financière, là, quand elle est en plus bridée par ça, alors je parle de l'or parce que je connais bien, mais c'est vrai pour les cryptos et toutes sortes d'actifs. Bon, en une phrase, parce qu'on a atteint 1 heure là, donc il faut arrêter. Mais en une phrase, quelle est votre conclusion sur ce qu'on on n'a pas eu le temps de parler des USA, mais sur le discours qu'a tenu notre Premier ministre et sur les retraites, en fait, sur ce dont on a parlé. En une phrase, quel serait pour vous le mot de la fin? Qui commence? Vas-y, je peux faire vite fait comme ça. Moi, je vous dis, déjà, il faut apprendre l'économie de base, mais loin de keynésianisme à la con et ces idéologies néfastes, et partir de ce pays, voilà, tout simplement. Au bout d'un moment, il y a plus de. Enfin, pour moi, la France, il n'y a pas d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on se regroupe, je ne sais pas combien il y a de personnes en direct. Et oui, c'est vrai que les idées libérales, et je dis bien libérales, les vrais, hein, pas le libéralisme interventionnisme type démocrate américain, le vrai libéralisme libertarien, il y a de plus en plus de personnes qui aiment l'école autrichienne, etc. Et c'est très bien, mais ça reste trop minoritaire et ça ne fera pas le poids face à l'idéologie woke. Donc, partez de ce pays. Il y a tellement de choses à voir ailleurs et qui sont géniales. Et il n'y a pas d'avenir dans la France, me désespère. Ça, c'est ma conclusion. Ouais. Alors en une phrase, moi je vais citer Alain Madelin que j'écoutais à la radio l'autre jour, qui réagissait à toute cette actualité. Nous allons vivre les 10 années les plus dangereuses de toute l'histoire de l'humanité. Ancien ministre de l'économie, il y va fort, mais bon, c'est quand même un type sensé, hein, Alain Madelin. Je l'entendais une fois parler du bank run, et ça pourrait nous concerner un jour puisqu'on parle de la dette. On l'a pas évoqué aujourd'hui, mais peut-être qu'on sera un jour obligé de courir à la banque pour chercher quelques 20 € qu'on voudra bien nous donner. Et la description de ça, il nous dit le bank run, c'est le truc le plus irrationnel qui soit, de courir à la banque parce qu'on a peur. Mais quand le premier est allé, alors il n'y a pas plus rationnel que de courir à la banque chercher tout son argent. Et je trouve cette image super, c'est-à-dire n'y allez pas spontanément parce que vous avez peur, vous vous faites peur tout seul. Mais alors si votre voisin le fait, allez-y. Courez. On verra. Rassurant. Steph? Bon, mais du coup, moi, pour conclure, quitter la France, moi, ça m'ennuie un petit peu, dans le sens où, bon, pour ma part, je suis déjà partie, je suis revenue. Et puis, bon, c'est pas tout le monde qui peut le faire, même si je reconnais que ça devient vraiment désespérant. Mais ce que je dirais surtout, c'est couper les médias pourris, là, qui nous mettent dans la peur, qui nous empêchent de réfléchir, se former, s'informer autrement, faire sa vie et ne pas attendre de l'État pour vivre, essayer de trouver des solutions parce que malheureusement aujourd'hui, donc en effet, certes, il y a des impôts, mais il y a quand même des solutions aussi où on prend des risques en investissant, mais on peut quand même gagner de l'argent. Donc bref, faire sa vie, se battre pour soi, arrêter de se reposer sur les autres et tracer sa route. Go! Et moi, pour conclure, je suis un peu comme Mathieu. Hein. Je suis catastrophé, mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que le FMI nous sauvera. C'est-à-dire que la France
La France ira jusqu'au FMI. Elle fera tout ce qu'elle peut pour ne surtout rien changer jusqu'au jour où on sera entre les mains du FMI. Alors, ceci dit, je dis ça en rigolant, mais j'ai rencontré un grec il n'y a pas longtemps qui est professeur de physique, d'abord à l'université, maintenant au lycée en Grèce. Et son salaire mensuel, c'est 1 000 euros. Donc, il faut voir quand même que c'est quand même et voilà, je veux dire, professeur de physique à l'université, quoi. Hein. Son salaire, c'est 1 000 euros et il dit que la vie en Grèce est extrêmement compliquée pour les Grecs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait les mêmes couillonneries que les Français. Donc, ils vont s'en sortir. Ils sont sur la pente qui décolle. Mais lui, il dit à vivre, c'est autre chose que d'en parler, quoi. Donc, moi, je ne fais qu'en parler. Je ne le vis pas encore, mais je crois que tout ça finira avec le FMI. Et que malgré tout, pour ces pauvres Grecs, même si l'ambiance est très très dure en ce moment, ils finiront sauvés parce qu'eux sont sur la pente qui démarre et nous, on est sur la pente qui s'effondre. Donc voilà. L'avenir de la France, ça me semble clair que c'est le FMI. C'est peut-être pas un grand message d'espoir, mais voilà, ça finira comme ça. Pour moi, il n'y a plus aucun doute. Je suis d'accord, on ne se réformera jamais nous tout seuls. Bon, alors avant le FMI, il faudra quand même avaler quelques couleuvres. Hein. Et des grosses. Oui, non, ça va faire très très mal. Hein, ça va faire très très mal tout ça. Alors, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci donc à Nicolas, à Mathieu et à Steph d'être venus. Je vous rappelle tous, vous avez des liens pour aller vers le guide pour acheter de l'ordre d'investissement de Nicolas, c'est dans la description. Pour aller vers la formation sur Investir intelligemment de Mathieu, même chose, c'est dans la description. Et pour aller voir la chaîne de Steph, ou même aller vers son site de comparateur de banque. Tout ça est dans la description. N'hésitez pas à y aller. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, à ceux qui étaient au direct et à ceux qui sont en différé. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt et merci pour l'invite encore. Merci. Ciao.